J'étais assise à 3,60 mètres de mon mari dans une salle d'audience du comté de Multnomah le jour de la Saint-Valentin. L'ironie ne m'avait pas échappé. Il y a 35 ans, Thomas m'avait offert des roses et une carte qui disait « le pour toujours ». Cette année, il m'avait remis une assignation et un avocat qui n'arrêtait pas de dire règlement comme si cela devait me réconforter. La salle d'audience sentait la cire de sol et l'air recyclé. Les lumières fluorescentes bourdonnaient au-dessus de ma tête, l'une d'elles clignotant juste assez pour me faire tiquer l'œil gauche. La juge Suzanne Coleman était assise sur son banc, les cheveux gris et le regard perçant, feuilletant des documents avec une efficacité qui laissait penser qu'elle avait tout vu. Thomas était assis à la table des défendeurs dans un costume bleu marine que je n'avais jamais vu. Il l'avait probablement acheté avec de l'argent que j'ignorais que nous avions. Il avait l'air calme, même ennuyé, comme s'il s'agissait d'une tâche qu'il essayait d'accomplir. Derrière lui, dans la galerie, se trouvait Angela Monroe, 45 ans, des cheveux blonds miel attachés en une queue de cheval élégante. Le menton légèrement relevé juste assez pour que tout le monde sache qu'elle pensait y avoir sa place. Elle avait été assise au même endroit chaque jour de ce procès, regardant Thomas comme s'il était un prix qu'elle avait déjà remporté. À quelques sièges d'Angela se trouvait ma fille Nicole, 32 ans, mon unique enfant. La fille que j'avais bercée pour l'endormir quand elle faisait des cauchemars. Celle que j'avais aidée à déménager dans son premier appartement. Elle était assise les mains jointes sur les genoux, fixant le sol. Elle ne m'avait pas regardé une seule fois depuis le début du procès. Pas une seule fois. Mon avocate, Jennifer Stone, se leva. Elle avait 54 ans, des cheveux gris acier et une voix qui pouvait traverser une pièce. « Votre honneur, dit-elle. Nous avons un témoin supplémentaire. » La pièce devint silencieuse. J'entendais la climatisation cliqueter à travers les bouches d'aération. Je me penchai en avant. Mes mains tremblaient. Jennifer jeta un coup d'œil en arrière et hocha la tête. C'est là que je l'ai murmuré, à peine audible. Oh mon Dieu, elle est vraiment venue. Les doubles portes à l'arrière de la salle d'audience s'ouvrirent et Eleanor Whitmore entra. 83 ans, cheveux blancs attachés en chignon, un déambulateur avec des balles de tennis aux pieds, avançant un pas lent et délibéré à la fois. Elle portait un cardigan bleu marine et une robe fleurie, la même que celle du dîner de Pâques d'il y a 2 ans. La mère de Thomas. J'observais son visage. Le sourire en coin qu'il avait affiché pendant 3 jours, celui qui disait « Vous ne prouverez jamais rien », s'effondra. Sa mâchoire se relâcha. Ses yeux s'écarquillèrent. Il se tourna vers son avocat, Patrick, et je vis la panique. Une panique réelle, non filtrée. Patrick semblait tout aussi confus. Il feuilletait ses notes, fronçant les sourcils. J'ai découvert plus tard que l'équipe juridique de Thomas savait qu'Eleanor était sur la liste des témoins depuis 2 semaines. Ils avaient vu son nom. Ils avaient supposé qu'elle était là pour témoigner en faveur de Thomas. Pourquoi ne l'aurait-il pas fait? C'était sa mère. Il n'avait jamais pris la peine de la préparer, jamais appelé, jamais demandé ce qu'elle allait dire. Une erreur fatale. Eleanor arriva à la barre des témoins. L'huissier l'aida à monter la marche. Elle s'installa sur la chaise, ajusta son cardigan et regarda directement Thomas, pas moi, pas la juge, lui. Et je savais à ce moment-là que tout était sur le point de changer. Jennifer Stone prit un dossier de notre table et s'approcha d'Eleanor avec le genre de calme assurance qui ne vient que de savoir qu'on a déjà gagné. Mais laissez-moi revenir en arrière. Laissez-moi vous raconter comment j'en suis arrivé là. Comment le sourire d'un homme de 61 ans peut s'effondrer en un seul instant. Comment une femme de 83 ans avec un déambulateur peut faire tomber un empire de mensonges. Et comment la fille que j'ai élevée, ma propre chair et mon sang, s'est retrouvée assise du mauvais côté de cette salle d'audience. Tout a commencé il y a 11 mois, un mardi matin, avec un relevé de carte de crédit que je n'étais pas censé voir. Je m'appelle Claire Donovan. J'ai 58 ans et jusqu'à il y a 11 mois, je pensais avoir une vie plutôt normale. Pas glamour, pas excitante, juste normale. Je travaille comme coordinatrice de paix chez Pacific Northwest Logistique à Portland, Oregon. J'y suis depuis 35 ans. Même bâtiment, même bureau, même tradition de donuts du vendredi dans la salle de pause. Je gagne 68 000 $ par an, ce qui n'est pas impressionnant, mais c'est stable, fiable, le genre de revenu qui vous permet de planifier à l'avance. Et j'avais prévu 18 mois avant la retraite, 60 ans.
C'était l'objectif. Thomas et moi allions voyager. Peut-être acheter un camping-car, traverser les parcs nationaux, Yellowstone, Glacier, le Grand Canyon, tous les endroits dont nous avions parlé, mais que nous n'avions jamais visités. J'avais épousé Thomas Whitmore il y a 35 ans. Nous nous sommes rencontrés lors d'une randonnée sur le mont Hood. Il a renversé du café sur mes bottes au départ du sentier, s'est excusé environ 12 fois, puis a demandé s'il pouvait m'offrir le déjeuner pour se faire pardonner. Au moment où nous sommes rentrés à Portland, j'avais accepté un deuxième rendez-vous. Il était charmant, drôle, ambitieux. Il venait de créer sa propre entreprise, Cascade Clean Fleet. Lavage à pression et entretien de flotte. Il avait un camion, un employé et beaucoup de confiance. Au fil des ans, il en avait fait quelque chose de solide. 2 emplacements maintenant, l'un sur Burnside Street au centre-ville, et l'autre à Hillsborough. Il avait toujours été vague sur les chiffres. Les affaires vont bien, disait-il. Ou, nous faisons de gros chiffres cette année. Je n'ai jamais insisté. Il s'occupait des affaires. Je m'occupais de la maison. C'est comme ça que ça fonctionnait. Nous avions une fille, Nicole, 32 ans. Elle avait ouvert une boutique dans le Pearl District il y a quelques années. Des vêtements pour femmes haut de gamme d'origine locale, toutes les choses que Portland aime. Je l'avais aidée avec les coûts de démarrage il y a 2 ans, $40 000 de mes économies de retraite. Elle avait promis de les rembourser quand les choses iraient mieux. La boutique a fermé l'année dernière. Elle a dit que le loyer était trop cher. Que la fréquentation n'était pas ce qu'elle espérait. Je l'ai cru. Pourquoi ne l'aurais-je pas fait? C'était ma fille. Nous étions dans ce que les gens appellent la phase du nid vide. Nicole avait son propre appartement, sa propre vie. Il n'y avait plus que Thomas et moi, nous promenant dans une maison qui semblait soudainement trop grande. Mais cela ne me dérangeait pas. J'avais commencé à la considérer comme notre seconde lune de miel. Des dîners tranquilles, des voyages de week-end sur la côte, la planification de l'avenir. Notre 35e anniversaire de mariage approchait en juin. Anniversaire de Corail. J'avais déjà commencé à chercher des locations de vacances sur la côte de l'Oregon. Cannon Beach, peut-être quelque part avec une vue. La vie semblait stable, sûre, prévisible. En y repensant maintenant, les signes étaient là bien avant que je ne les voie. Mais quand on fait confiance à quelqu'un pendant 35 ans, on ne voit pas ce que l'on ne veut pas chercher. On lui accorde le bénéfice du doute. On suppose le meilleur. On se dit que les nuits tardives au magasin sont juste la haute saison. Que les nouveaux vêtements sont parce qu'il prend enfin soin de lui. Que la distance n'est que du stress. On se convainc que tout va bien. J'avais passé des décennies à bâtir la confiance. J'aurais dû bâtir des dossiers de preuves parce que la vérité est que je ne faisais pas attention. J'étais occupé. J'étais fatigué. J'avais 58 ans et je comptais les jours jusqu'à la retraite et je n'avais pas l'énergie de remettre en question chaque petite chose qui semblait étrange. Je pensais connaître mon mari. Je pensais connaître ma fille. Je pensais connaître ma vie. Je me suis trompé sur les 3 points. Alors, voici par où tout a commencé. Un mardi matin de début mars, j'étais malade chez moi avec un rhume, rien de grave, juste assez pour me garder sur le canapé avec du thé et la télévision de jour. Thomas était déjà parti pour l'emplacement de Burnside. Nicole était probablement dans son appartement à faire ce que les trentenaires font quand elles sont au chômage et qu'elles essaient de s'en sortir. Et j'ai trouvé quelque chose dans notre boîte aux lettres, quelque chose qui n'avait absolument aucun sens. L'enveloppe était déjà à moitié ouverte quand je l'ai retirée de la boîte aux lettres, un relevé de carte de crédit chez s'adressait à Thomas, un compte que je n'avais jamais vu auparavant. J'ai failli le jeter sur la pile de courriers professionnels que nous gardions sur le comptoir de la cuisine. Thomas s'occupait de ses papiers. Je m'occupais des miens. C'était comme ça depuis toujours. Mais mes yeux se sont posés sur les chiffres. $2850 dans une bijouterie du Washington Square Mall. Le genre d'endroit avec un agent de sécurité à la porte et des vitrines verrouillées. $489 dans un hôtel de charme à Cannon Beach, Oregon. $95 chez un fleuriste un mercredi au hasard. Je me suis tenu dans la cuisine et j'ai fait le calcul. Mon anniversaire était en novembre. Nous étions en mars. Notre anniversaire n'était qu'en juin. Qui achète des fleurs un mercredi au hasard en mars?
Je lui ai demandé ce soir-là. Il était en train de délasser ses bottes de travail devant la porte d'entrée, le même rituel qu'il accomplissait depuis 35 ans. Bottes enlevées, chaussettes dans la lessive, se laver les mains avant le dîner. Il n'a pas bronché, n'a pas bégayé. Il m'a regardé comme si j'étais ridicule. Les bijoux, c'était une montre pour son chef de flotte. Le gars venait de décrocher un énorme contrat. Thomas voulait le remercier. L'hôtel, une séance de planification d'équipe. Il avait emmené les 2 directeurs de site sur la côte pour une réunion stratégique de week-end. Les fleurs, la mère d'un client venait de décéder. Il avait envoyé ses condoléances au nom de l'entreprise. Chaque réponse était fluide, chaleureuse, comme s'il l'avait répété. Il m'a même serré contre lui, m'a embrassé le front. « Chérie », a-t-il dit, « tu sais, je n'aurai jamais », il n'a pas fini la phrase. Il n'en avait pas besoin. Quand quelqu'un que vous aimez vous regarde droit dans les yeux et vous dit que vous avez tort, vous voulez le croire. Je voulais le croire. J'ai essayé de le croire, mais je n'ai pas jeté le relevé. Quelque chose me disait de le garder. Un instinct tranquille et têtu que je ne savais même pas avoir encore. Je l'ai glissé dans un sac Ziploc et l'ai rangé dans le placard à linge derrière les serviettes de bain, un endroit où Thomas ne chercherait jamais. J'avais 58 ans. J'avais maintenant besoin de lunettes de lecture pour voir les petits caractères. Ma vue n'était plus ce qu'elle était. Mais mes instincts, eux, n'avaient pas vieilli d'un jour. Je me suis dit que j'étais paranoïaque, que je fabriquais des problèmes là où il n'y en avait pas. Que 35 ans de mariage devaient signifier quelque chose, que la confiance devait compter pour quelque chose. Mais je ne pouvais pas me débarrasser du sentiment que quelque chose n'allait pas. Les chiffres étaient trop nets. Les explications étaient trop parfaites. La façon dont il me regardait, pas défensif, pas désolé, juste calme, comme s'il s'attendait à la question, comme s'il avait déjà préparé la réponse. Je me suis couché cette nuit-là et je suis resté éveillé, fixant le plafond. Thomas dormait à côté de moi, ronflant doucement, un bras drapé autour de ma taille comme si rien ne s'était passé. Et peut-être que rien ne s'était passé. Peut-être que j'exagérais. Peut-être que j'étais juste fatigué, stressé, 58 ans et que je comptais les jours jusqu'à la retraite et que je cherchais des problèmes qui n'existaient pas. Mais je n'arrêtais pas de penser à se relever, à la bijouterie, à l'hôtel, aux fleurs un mercredi. Je n'ai rien dit à personne. En fait, ce n'est pas vrai. J'ai parlé à quelqu'un, une personne en qui je pensais pouvoir avoir confiance, ma fille. J'ai rencontré Nicole pour déjeuner 3 jours plus tard dans un café du Pearl District, non loin de l'endroit où se trouvait sa boutique. Nous avons commandé. Elle a pris des toasts à l'avocat. J'ai pris de la soupe. Moins cher. Je lui ai montré la photo sur mon téléphone, la capture d'écran du relevé de carte de crédit. Bijoux, hôtel, fleurs. Son visage n'a pas changé. Je ne pouvais pas le lire. Pas de choc, pas de colère, juste rien. Elle a tendu la main à travers la table et m'a serré la main. « Maman », a-t-elle dit. « Laisse-moi regarder ça. Je vérifierai discrètement avec papa. » Le soulagement m'a envahi. Ma fille, mon allié. 18 heures plus tard, Thomas rentra furieux. Son visage était rouge. Les veines de son cou saillaient. Il jeta ses clés sur le comptoir et se tourna vers moi. « Comment oses-tu empoisonner Nicole contre moi ?» Chaque mot que j'avais dit au déjeuner, il le savait. Tout. Nicole lui avait tout raconté. Elle l'avait appelé depuis le parking du café avant même de partir. Je lui ai envoyé un SMS plus tard ce soir-là. Sa réponse est venue en quelques minutes. « Maman, c'est mon père. » Je devais lui dire. « Tu es paranoïaque. » C'est là que j'ai réalisé. Je n'avais personne. Ma sœur vivait à Phoenix, à 3200 km. Nous nous parlions peut-être 3 fois par an. Mes parents étaient décédés en 2019. Mes amis n'étaient en fait que les femmes des associés de Thomas. Mes collègues étaient polis mais distants. J'étais leur superviseur. Il y a toujours une limite. Et Nicole, mon unique enfant, 32 ans de ma vie, avait choisi son père en moins de 18 heures. Je n'arrêtais pas de penser à elle quand elle était petite fille, comment elle se tenait à la fenêtre, attendant qu'il rentre du travail. « Papa, papa !» Elle courait et sautait dans ses bras.
Il la soulevait, la faisait tourner, et elle gloussait comme si c'était le meilleur moment de sa journée. C'était lui qui la laissait manger de la glace quand je disais non. Celui qui la laissait veiller au-delà de l'heure du coucher. Celui qui lui achetait les jouets qu'elle voulait même après que j'ai dit que nous n'avions pas les moyens. J'étais celle qui la faisait se brosser les dents, la faisait faire ses devoirs, la faisait nettoyer sa chambre, disait non à des choses. Il était amusant. J'étais pratique. À 58 ans, j'ai enfin compris la dynamique. J'avais joué le rôle de parent. Il avait joué le rôle d'ami. Et quand un enfant doit choisir entre parents et amis, il choisit l'ami à chaque fois. Mais voici le truc. Je n'ai pas arrêté. J'ai gardé le relevé, l'ai ajouté au sac Ziploc dans le placard à linge, et j'ai commencé à prêter plus attention, non pas pour l'affronter, non pas pour l'accuser, juste pour observer. J'ai commencé à remarquer des choses que j'avais ignorées auparavant. La façon dont il inclinait son téléphone loin de moi quand il envoyait des SMS, la façon dont il prenait des appels dans le garage au lieu du salon. La façon dont il rentrait à la maison sentant un parfum que je ne lui avais pas acheté. Je n'ai rien dit. J'ai juste observé et j'ai commencé à tenir des registres. Date, heure, schéma. Je les ai écrits dans un carnet que je gardais dans ma voiture. Un truc bon marché à Spirale du magasin à $1. Rien de fantaisie, juste des faits. 10 mars, rentré tard. A dit qu'il avait une réunion avec un fournisseur. Sa chemise sentait le parfum. 14 mars. A pris un appel dans l'allée. A marché jusqu'au bout du pâté de maison. A parlé pendant 20 minutes. 18 mars, nouveau relevé de carte de crédit est arrivé. Compte différent, plus de frais que je n'ai pas reconnus. J'ai tout photographié. Chaque relevé, chaque reçu que j'ai trouvé dans son camion, chaque morceau de papier qui n'avait pas de sens, et ce sac Ziploc, il a commencé à se remplir. Je n'avais personne à qui parler, personne à qui faire confiance, personne qui me croirait, mais j'avais des preuves. Et à 58 ans, travaillant à la paix depuis 35 ans, je savais une chose avec certitude. Les chiffres ne mentent pas. Les gens oui. Ce sac Ziploc dans le placard à linge, il allait devenir beaucoup plus plein. Ça a empiré. Bien pire. 5 longs mois se sont écoulés. Mars, avril, mai, juin, juillet, et Thomas n'a pas arrêté. Il a intensifié. Il a commencé à rentrer plus tard. 21h, 22h, minuit. Au magasin, disait-il, où la réunion des fournisseurs à Biverton a traîné. Son téléphone était toujours posé face contre terre sur le comptoir de la cuisine. Et voici le détail qui me fit frissonner. Il a commencé à prendre sa douche immédiatement en rentrant, même s'il était 23h un mercredi soir. Un homme qui s'endormait sur le canapé en regardant les Trailblazers était soudainement obsédé par l'hygiène personnelle. Si la propreté est à côté de la piété, Thomas avait des péchés mortels. Puis vint le resserrement financier. En juillet, je me suis connecté à notre compte Bank of America un lundi matin et je l'ai vu. 18 500 $. Transféré de notre compte courant joint vers un compte professionnel auquel je n'avais pas accès. Je lui en ai parlé ce soir-là. Mise à niveau de l'équipement, a-t-il dit. Nouveau nettoyeur haute pression pour l'emplacement de Burnside. Le samedi, je suis passé devant le magasin de Burnside. Le même vieil équipement, les mêmes décalcomanies délavées sur les camions, les mêmes tuyaux fissurés enroulés sur les étagères, le même panneau vieilli qui était là depuis 2019. 18 500 $ en mise à niveau. Rien n'avait changé. Il a également changé le mot de passe de notre compte d'épargne. Juste une mise à jour de sécurité, chérie. Je te donnerai le nouveau bientôt. Il ne l'a jamais fait. Et les dépôts sur notre compte courant joint, ils sont passés de 4 100 $ par mois à 2 300 $. Mon salaire net après impôt était d'environ 4 100 $ par mois. Notre hypothèque était de 2 180 $. Il me restait 1 920 $ pour couvrir tout le reste, épicerie, essence, services publics, assurance. Avant, nous avions 3 720 $, maintenant 1 920 $. J'ai commencé à apporter les restes du dîner du dimanche au travail pour toute la semaine. Lundi rôti. Mardi rôti. Mercredi rôti. Jeudi rôti.
Linda Parker de la comptabilité l'a remarqué le jeudi. Le même rôti 4 jours de suite. Je pratique la dépense consciente, ai-je dit. Elle n'a pas ri. Moi non plus. En mai, la mère de Thomas, Eleanor, a eu un accident vasculaire cérébral. Un léger, a dit l'hôpital. Elle avait 83 ans. J'ai reçu l'appel au travail et je m'y suis rendu directement. Elle était éveillée, lucide, mais secouée. Accident vasculaire cérébral d'avertissement. Le médecin m'a dit qu'elle devait se reposer, la surveiller de près. Thomas n'est pas venu, pas une seule fois. Trop occupé avec les contrats, a-t-il dit. Alors j'y suis allé. Tous les 2 jours pendant 3 semaines, je lui apportais des repas, l'aidais avec ses exercices de physiothérapie, m'assurais qu'elle prenait ses médicaments. Un après-midi, elle m'a pris la main pendant que j'ajustais ses oreillers. « Tu es une bonne fille », a-t-elle dit. « Belle fille », ai-je corrigé gentiment. Elle a serré plus fort. « Non », a-t-elle dit, « fille. » J'ai pensé que c'était l'AVC qui parlait, une confusion résiduelle, un dysfonctionnement dans son cerveau. En y repensant maintenant, Eleanor voyait ce que je ne voyais pas encore. Elle voyait la vérité que son fils avait cessé d'être mon mari bien avant que je n'ai cessé d'être sa femme. Et elle avait déjà choisi son camp. Fin juin, j'étais épuisé. 58 ans, à 18 mois de la retraite, à manger du rôti de 4 jours et à regarder mon mari me mentir en face tous les soirs. Je gardais le carnet dans ma voiture. Je gardais le sac Ziploc dans le placard à linge. Je continuais à photographier les relevés et les reçus et tout ce qui ne collait pas. Je ne savais pas vers quoi je construisais. Je savais juste que je ne pouvais pas arrêter parce que l'alternative, le croire, lui faire confiance, laisser tomber, c'était comme se rendre. Et je n'étais pas prête à me rendre. Pas encore. Je n'arrêtais pas de penser à ce que Linda avait dit à propos du rôti. Elle ne me jugeait pas. Elle était inquiète. Et c'est là que j'ai réalisé que je n'étais plus seulement en colère. J'avais peur. Peur d'avoir 58 ans et de ne plus reconnaître ma propre vie. Peur que l'homme que j'avais épousé il y a 35 ans soit devenu un étranger. Peur que ma fille ait choisi son camp sans même demander le mien. Peur d'être seul dans une maison où j'avais vécu pendant 20 ans et qui ne me semblait plus un foyer. Mais j'ai continué parce que je n'avais pas le choix. Et puis fin juin est arrivé, le dîner de famille qui a tout changé. J'ai découvert le dîner de famille comme les gens découvrent les choses blessantes ces derniers temps, via les publications en ligne de quelqu'un. Nicole l'a posté un vendredi soir à 19h. Une photo d'une assiette de saumon. Légumes rôtis, bougies. La légende disait, soirée dîner en famille. Je n'avais pas été invité. Je n'en avais pas entendu parler. J'ai balayé 4 autres photos. La deuxième montrait la table à manger, Thomas à la tête, Nicole à côté de lui, Eleanor en face d'eux. Elle venait de sortir de l'hôpital, et une femme que je ne connaissais pas, cheveux foncés attachés, une robe d'été, riant, l'air à l'aise comme si elle était chez elle. La suivante était un court clip vidéo. Eleanor servant de la nourriture à cette femme, comme une initiée, comme si elle y appartenait. Une autre photo du groupe sur le balcon. La main de la femme reposant négligemment sur l'épaule de Thomas. Familier, intime. Je les ai toutes sauvegardées. Mes mains tremblaient. J'ai essayé une recherche inversée d'images. Rien. Mais le langage corporel racontait une histoire que je n'avais pas besoin de traduire. La section des commentaires incluait des réactions des partenaires commerciaux de Thomas. Des gens que je connaissais. Des gens qui étaient venus chez nous pour des barbecues. Des gens qui avaient envoyé des cartes de Noël. Public, ouvert, officiel. J'étais en train d'être effacé en temps réel, une réaction à la fois. J'ai consulté mes SMS avec Eleanor. 2 jours plus tôt, je lui avais envoyé un message. Tu te sens mieux? J'ai besoin d'apporter quelque chose. Sa réponse, beaucoup mieux, ma chérie. Merci. Aucune mention d'un dîner. Pas de, j'aimerais que tu puisses nous rejoindre. Rien. Je suis resté assis sur mon canapé dans le noir, fixant mon téléphone, essayant de comprendre. Puis je me suis souvenu de quelque chose. L'application de paiement. Je l'utilisais à peine, mais Thomas oui. Et ces transactions étaient publiques.
J'ai ouvert l'application, j'ai parcouru son historique de paiement, et c'était là. Plusieurs paiements à quelqu'un nommé Monroe. $400, $750, $600, 1200 $, 8400 au total. Les descriptions, déjeuner. Merci. Je ne savais toujours pas qui était Monroe, mais j'ai quand même imprimé les captures d'écran, les ai ajoutées au sac Ziploc. Le sac contenait maintenant le relevé de carte de crédit originale, les captures d'écran de l'application de paiement, les photos en ligne. À 58 ans, j'avais été remplacé à la table de dîner de ma propre famille. Ma belle-mère que j'avais visitée tous les 2 jours à l'hôpital avait servi mon remplaçant sans me dire un mot. Et mon mari de 35 ans, avait payé cette personne $8400 sur plusieurs mois et avait légendé « Merci ». Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. Je n'ai appelé personne. Je suis resté assise dans le noir, tenant mon téléphone, fixant une photo d'une femme que je n'avais jamais rencontrée assise à la place qui était autrefois la mienne. Et j'ai réalisé quelque chose. Ce n'était pas juste une liaison. C'était un remplacement. Il ne se cachait pas. Il auditionnait, testait le terrain, voyait si elle correspondait à la vie qu'il voulait, la vie dont je ne faisais plus partie. Et apparemment, c'était le cas, car Eleanor, 83 ans, qui m'avait appelé sa fille quelques semaines plus tôt, l'avait accueilli, lui avait servi le dîner, lui avait souri. J'ai pensé aux visites à l'hôpital, aux repas que j'avais apportés, aux exercices de physiothérapie, aux médicaments que j'avais aidé à organiser, et je me suis dit que rien de tout cela n'avait d'importance. En fin de compte, le sang l'avait emporté. Thomas était son fils, et j'étais juste la femme que son fils ne voulait plus. J'ai ajouté les captures d'écran au sac Ziploc, les remis dans le placard à linge et je suis allé me coucher. Je n'ai pas confronté Thomas. Je n'ai pas mentionné le dîner. Je n'ai pas parlé des publications en ligne ou des relevés de paiement ou de la femme dont je ne connaissais toujours pas le nom. J'ai juste attendu parce que je savais maintenant que cela n'allait pas se terminer en douceur. 3 mois plus tard, début octobre, Thomas a demandé le divorce. Il a déposé la demande en premier. Les papiers de divorce sont arrivés un jeudi matin d'octobre par courrier recommandé. J'ai dû les signer. Thomas n'était pas à la maison. Réunion matinale, disait le SMS. Je me suis assise à la table de la cuisine et je les ai lus. Il demandait une répartition de 65/35 en sa faveur. La valorisation de l'entreprise Cascade Clean Fleet était de $240 000 au total. Je savais, d'après les conversations à table au fil des ans, que les revenus étaient beaucoup plus élevés, mais les chiffres exacts étaient les siens, pas les miens. La maison que nous avions achetée en 1991 pour $185 000 valait maintenant $480 000, mais elle était répertoriée dans la déclaration à $315 000. Puis je suis arrivé à la phrase qui a brisé quelque chose en moi. Claire Donovan a contribué de manière minimale à la croissance et à l'entretien des biens matrimoniaux tout au long des 35 ans de mariage. Minimal ? 35 ans à gérer le foyer, à payer les factures, à faire fonctionner la vie pendant qu'il construisait sa carrière, à élever notre fille, à préparer les dîners, à organiser les fêtes, à visiter sa mère à l'hôpital pendant qu'il était trop occupé. Minimal. Il y avait une note de son avocat en bas. Acceptez ce règlement où le litige consommera les actifs restants. Traduction, prenez ces miettes ou je vous enterrerai sous les frais d'avocat. Je me suis rendu à un café sur Powell Boulevard, me suis garé dans le coin arrière du parking, j'ai coupé le moteur de ma Honda Accord, et j'ai pleuré pendant 35 minutes. Pas des pleurs jolies, pas le genre que l'on voit dans les films où une seule larme coule sur un visage parfaitement composé. Des pleurs affreux, le visage déformé, à halter, à ne pas pouvoir reprendre son souffle. J'avais 58 ans. J'avais $4 800 sur mon compte personnel. Pas de famille proche, pas d'amis. Nicole s'en était assurée au fil des ans, m'éloignant de quiconque n'était pas lié aux affaires de Thomas. Ma fille avait choisi son père. Ma belle-mère était silencieuse. 18 mois de plus avant que je ne sois éligible à la retraite. Et mon mari venait de déclarer légalement et par écrit que j'étais presque sans valeur. J'ai pensé à appeler ma sœur à Phoenix, mais je ne pouvais pas me permettre d'être une autre bouche à nourrir. Ni la sienne, ni celle de personne. Je pouvais à peine me nourrir. Ma récente mammographie était revenue claire, mais j'étais tout le temps épuisé. Il y avait des matins où je pouvais à peine sortir du lit.
Non pas parce que j'étais malade, mais parce que j'étais vaincu. Ce n'est pas de la dépression. C'est de la défaite. Il y a une différence. À 58 ans, j'étais trop vieille pour recommencer, mais trop jeune pour abandonner. Cette combinaison est son propre enfer. J'ai réfléchi à mes options. Accepter le règlement. Partir avec les miettes qu'il était prêt à me jeter. Vivre avec 4800 $ et espérer pouvoir tenir 18 mois de plus jusqu'à la retraite sans perdre mon emploi ou la tête ou me battre. Engager un avocat que je ne pouvais pas me permettre. Faire traîner ça pendant des mois, peut-être des années. Regarder mes écoumis disparaître en frais juridiques pendant que Thomas utilisait ses comptes professionnels pour financer son camp. Il avait l'argent. Il avait le temps. Il avait Nicole de son côté, confirmant toutes les histoires qu'il voulait raconter. J'avais un sac Ziploc dans un placard à linge et un carnet dans ma voiture. C'était tout. Je suis resté assise dans ce parking pendant plus d'1 heure, fixant le volant, regardant les gens entrer et sortir du café. Des gens normaux. Des gens dont la vie n'avait pas implosé. Et j'ai pensé, c'est ça. C'est le fond du baril. 58 ans, 35 ans de mariage, et je suis assise dans un parking à pleurer dans une Honda de 14 ans parce que mon mari vient de dire à un juge que je n'ai rien contribué. Je ne savais pas quoi faire. Je ne savais pas où aller. Je savais juste que je ne pouvais pas rentrer chez moi. Le lendemain matin, j'ai fait quelque chose que je ne peux pas entièrement expliquer. Pendant ma pause déjeuner, je suis allé à la bibliothèque. Je ne savais pas pourquoi. J'avais juste besoin d'un endroit calme qui n'était pas la maison. La bibliothèque du comté de Multnomah était au centre-ville, à 6 pâtés de maison de mon bureau. J'y suis allé sous la bruine, le genre de grippe là qui définit Portland en octobre. Je n'avais pas de plan. J'avais juste besoin d'un endroit calme qui n'était pas la maison. J'ai erré dans la section d'auto-assistance. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que j'avais besoin d'aide. Peut-être parce que je ne savais pas où aller. J'ai pris un livre sur l'étagère. Récupération financière après un divorce. J'ai ouvert la couverture et quelque chose en est tombé. Une carte de visite. Les coins étaient usés comme si quelqu'un l'avait gardé pendant un certain temps. Je l'ai ramassée. Le dos était écrit à l'encre bleue. Elle méritait mieux. Appelez-la. Je l'ai retournée. Jennifer Stone, avocate, droit de la famille et recouvrement d'actifs. Adresse du bureau sur Morrison Street. Numéro de téléphone en bas. Je suis resté là longtemps. Les lumières fluorescentes bourdonnaient au-dessus de ma tête. Quelqu'un a éternué 3 allées plus loin. La pluie tapait contre les fenêtres. J'ai pensé à sortir, à remettre la carte, à oublier que je l'avais vue. J'ai pensé à accepter la répartition 65-35e et à en finir. J'ai pensé aux frais d'avocat, aux 4800 $ que j'avais, à combien cela ne suffirait pas. Et puis j'ai pensé au mot au dos de la carte. Elle méritait mieux. Quiconque avait laissé cette carte, quiconque avait écrit ces mots croyait que quelqu'un quelque part méritait qu'on se batte pour lui. Peut-être que ce quelqu'un, c'était moi. J'ai sorti mon téléphone là, dans les rayonnages de la bibliothèque, et j'ai appelé. Avant que je ne puisse m'arrêter, ça a sonné sur la boîte vocale. Une voix professionnelle mais chaleureuse. Vous avez joint Jennifer Stone. Veuillez laisser un message et je vous répondrai dans un délai d'1 jour ouvrable. Ma voix tremblait. Bonjour, je m'appelle Claire Donovan. J'ai trouvé votre carte dans un livre à la bibliothèque. Je pense que j'ai besoin d'aide. Mon numéro est. J'ai débité mon numéro de téléphone et j'ai raccroché, et j'ai immédiatement regretté. À quoi je pense? Je ne peux pas me permettre un avocat. 2 heures plus tard, j'étais de retour à mon bureau chez Pacific Northwest Logistique. Mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. J'ai répondu. Claire? Oui. Ici Jennifer Stone. Vous avez dit que vous aviez besoin d'aide. Dites-moi ce que vous avez. Sa voix était directe mais bienveillante. Le genre de ton qui disait, j'ai déjà entendu cette histoire. Vous n'êtes pas seul. J'ai commencé à parler. Je lui ai raconté le relevé de carte de crédit, les frais que je ne reconnaissais pas, les transferts, la répartition 65-35e,
la valorisation de l'entreprise qui ne collait pas, l'évaluation de la maison qui était 70 000 $ trop basse. Je lui ai parlé du mot « minimalement ». Elle est restée silencieuse un instant. Puis elle a dit « Combien de preuves avez-vous » ? Beaucoup, ai-je dit. J'ai tout consigné pendant 7 mois. Bien, a-t-elle dit. Pouvez-vous venir aujourd'hui après vos heures de travail ? Aujourd'hui. 17h30, pouvez-vous le faire ? J'ai regardé l'horloge. Il était 15h15. Oui, ai-je dit. Apportez tout ce que vous avez, a-t-elle dit. Chaque relevé, chaque reçu, chaque photo, chaque note, tout. D'accord, Claire. Oui, vous avez fait la bonne chose en appelant. Je ne savais pas si c'était vrai, mais je voulais le croire. J'ai raccroché, je me suis assise à mon bureau, j'ai fixé l'écran de mon ordinateur sans le voir. Linda de la comptabilité est passée avec une pile de dossiers. Ça va, a-t-elle demandé. Oui, ai-je dit, juste fatiguée. Elle a hoché la tête et a continué son chemin. Je n'allais pas bien, mais peut-être que j'allais le devenir. À 17h15, j'ai quitté le travail, je suis rentré chez moi, j'ai pris le sac Ziploc dans le placard à linge. Il était plus lourd que dans mes souvenirs. 7 mois de preuves, relevés, photos, reçus, notes, schémas, chiffres qui ne correspondaient pas, tout. Je l'ai tenu dans mes mains et j'ai pensé, c'est ça. Soit ça marche, soit je perds tout. Je suis monté dans ma voiture, j'ai roulé jusqu'à Morrison Street, je me suis garé devant un petit immeuble de bureau avec un auvent délavé, et j'ai emporté le sac Ziploc avec moi. Tout ce que j'avais collectionné pendant 7 mois. C'était comme apporter des preuves à l'autopsie de ma propre vie. Le bureau de Jennifer Stone se trouvait au 2e étage d'un étroit bâtiment en briques de Morrison Street, juste au-dessus d'un café qui imprégnait en permanence la cage d'escalier d'une odeur de noisettes torréfiées et d'expresso brûlé. J'ai monté les escaliers à 17h45. Le même jour. J'avais fait mon travail de l'après-midi en hâte pour pouvoir partir 10 minutes plus tôt. La porte était en verre dépoli, une simple inscription noire. La salle d'attente était petite et vide. Le bureau d'accueil était sans personnel. Une cloche était posée sur le comptoir avec une note manuscrite, sonnez pour obtenir de l'aide. Avant que je ne puisse sonner, la porte intérieure s'ouvrit. Claire ? Oui. Entrez. Je suis Jennifer. Elle avait peut-être 54, 55 ans, bâtie comme une joueuse de softball, se déplaçant avec le genre d'énergie rapide qui vous donnait l'impression que les choses allaient être faites. Des cheveux courts et gris, des lunettes de lecture sur une chaîne perlée, une poignée de main assez ferme pour vous faire croire que tout serait géré. Son bureau était un chaos organisé, les dossiers empilés mais étiquetés. 2 écrans d'ordinateur, une machine à café qui semblait dater de l'ère Clinton. Au mur derrière son bureau, une broderie encadrée disait « Les actifs ne disparaissent pas ». À côté, une photo de 2 chats. Ce sont Brief et Kaz, dit-elle. Mes associés. J'ai failli sourire. Elle me versa du café dans une tasse ébréchée qui disait « L'avocate du monde ». Il était éventé et amer. Je le bus quand même. Alors, dit-elle, assise en face de moi à une petite table près de la fenêtre. Montrez-moi ce que vous avez. J'ai ouvert le sac Ziploc comme si j'ouvrais quelque chose qui allait exploser. Le relevé de carte de crédit de mars. Les captures d'écran de l'application de paiement montrant à Monroe 8400 $. Les photos en ligne de juin. Le dîner de famille. La femme que je ne connaissais pas, Eleanor lui servant à manger. La main de la femme sur l'épaule de mon mari. Jennifer a mis ses lunettes de lecture. Elle a tout examiné en silence pendant 10 minutes. Puis elle a retiré ses lunettes. Combien de temps êtes-vous mariés ? 35 ans. Des enfants ? Une fille, elle est de son côté. Jennifer hocha la tête comme si elle avait entendu cette histoire 100 fois auparavant. Voici ce que je vois, dit-elle. Votre mari dépense des biens matrimoniaux pour sa maîtresse. Chaque dollar qu'il a dépensé pour elle, l'hôtel, les bijoux, les fleurs, c'est une dilapidation des biens matrimoniaux. En Oregon, cela peut être récupéré de la succession matrimoniale. Elle se pencha en avant. Mais s'il détourne de l'argent de l'entreprise, cache des actifs, sous-évalue l'entreprise dans la demande de divorce, ce n'est pas seulement un divorce.
C'est une fraude matrimoniale. J'ai senti quelque chose bouger dans ma poitrine. Je vais déposer des assignations à comparaître pour les relevés bancaires de l'entreprise, dit-elle. Les 2 emplacements. Nous allons voir où va réellement l'argent. Combien cela coûtera-t-il? 300 $ de l'heure. Mais je fais aussi du travail au pourcentage pour la récupération d'actifs. Un pourcentage de ce que nous récupérons que vous n'auriez pas eu autrement. Pour un dossier comme le vôtre, nous pouvons structurer les choses de manière à ce que vous ne payiez pas tout de votre poche tout de suite. J'ai senti mon visage se détendre un tout petit peu. Claire, dit-elle, vous n'êtes pas la première femme de plus de 50 ans que je vois effacée sur le papier après des décennies de contributions. Mais vous êtes organisée. Vous avez conservé des preuves. Vous travaillez dans quoi? Coordination de paix. Elle a souri. Le premier vrai sourire. Vous travaillez avec des chiffres tous les jours. Cela va vous sauver. Les chiffres ne manquent pas même quand les gens le font. Elle a tapé sur la pile de documents. Les assignations non plus. J'ai signé les papiers. Elle a expliqué la chronologie. Les assignations prennent environ 3 à 4 semaines pour obtenir des réponses. En attendant, continuez à documenter. Chaque dépôt, chaque retrait, chaque changement de modèle, vous construisez un dossier, a-t-elle dit. Je suis parti à 18h45, j'ai descendu les escaliers parfumés à la noisette, et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis mars. Pas du bonheur, pas du tout, mais un but. Pour la première fois en 7 mois, je n'avais plus seulement peur. J'avais l'impression d'avoir une direction. Qu'est-ce qui est revenu de ces assignations 3 semaines plus tard? C'était pire que ce que j'avais imaginé. Beaucoup, beaucoup pire. Jennifer m'a appelé 3 semaines et 4 jours après notre première rencontre, mardi après-midi, 14h15. J'étais assise à mon bureau chez Pacific Northwest Logistique, à rapprocher les heures pour la paix. Claire, j'ai les réponses aux assignations. J'ai besoin de vous voir. Pouvez-vous venir aujourd'hui après le travail? Il y avait quelque chose dans sa voix qui me disait que ce n'était pas anodin. J'ai accepté. Je suis arrivé à 17h45. Les impressions étaient partout. Sur son bureau, sur le sol, sur les étagères. Asseyez-vous, a-t-elle dit. Je me suis assise. Les relevés bancaires de l'entreprise de votre mari racontent toute une histoire. Elle m'a tendu le premier document. Liste de paie des employés de Cascade Clean Fleet. J'ai fait défiler. J'ai reconnu la plupart des noms, les responsables de site, les techniciens, l'équipe que j'avais vue au barbecue de l'entreprise. Et puis j'ai vu un nom qui m'a fait trembler les mains. Angela Monroe, titre, consultante en opération. Salaire, 6200 $ par mois. Durée, 18 mois. Commençant juste au moment où la boutique de Nicole fermait. J'ai fait le calcul automatiquement. Risque professionnel, 6200 et 18 égale 111 600 $. 18 mois, ai-je dit lentement. Cela signifie que ça a commencé. J'ai compté à rebours, bien avant le relevé de carte de crédit en mars, avant que je n'ai le moindre indice. Cela durait depuis très, très longtemps. Continuez à lire, a dit Jennifer. J'ai regardé la ligne suivante, ma vision brouillée. Nicole Whitmore, ma fille. Titre, coordinatrice administrative. Salaire, 2400 $ par mois. Durée, 18 mois. Mes mains tremblaient tellement que j'ai failli laisser tomber le papier. 2400 et 18 égale 43 200 $. Ma fille n'avait jamais travaillé un seul jour chez Cascade Clean Fleet. Elle avait eu un emploi à temps plein pendant tout ce temps. Elle avait été payée 43 200 $ pour faire quoi? Pour se taire. C'est ce que Thomas avait acheté. Le silence de notre fille pour 2400 $ par mois. Près de la moitié de ce qu'elle avait perdu lorsque sa boutique avait fait faillite. J'ai eu l'impression que j'allais vomir. Il y a plus, dit Jennifer. Elle me tendit une autre pile. Relevé de transfert. Des paiements réguliers de Cascade Clean Fleet à une société appelée Arbor Ridge Holdings LLC. Je n'en avais jamais entendu parler. Qu'est-ce que c'est? Une société écran? Jennifer a dit, pas d'employés, pas de produits, pas de services. Elle existe uniquement pour détenir de l'argent.
Votre mari y a acheminé de l'argent pour le cacher à la succession matrimoniale. Total sur les 2 ans et demi passés, 147 000 $. Et ici, dit-elle en faisant glisser un autre dossier sur la table. C'est son fichier QuickBooks interne. Ce sont ses vrais livres, ce qu'il suit pour lui-même, pas ce qu'il déclare. Je l'ai ouvert. Ligne de revenus, 520 000 $ par an, pas 240 000 $ comme il l'avait juré dans sa demande de divorce. Plus du double. Je me suis penché en arrière sur la chaise, laissant mon esprit finir le calcul. 111 600 $ pour la fausse consultante, Angela Monroe, 43 200 $ pour le faux emploi d'administratrice de ma fille. 147 000 $ pour la société Écran Arbor Ridge. 8 400 $ en transactions via l'application de paiement à Angela, en dehors de la paie. Total, 310 200 $. C'était mes économies de retraite. C'était 35 ans de mariage. C'était mon avenir qui s'épuisait pendant que je mangeais du rôti 4 jours par semaine. Ce n'est pas un divorce, dit Jennifer calmement. C'est un vol organisé. Elle a déposé une requête pour un audit médico-légal. Elle a déposé une requête pour accéder au coffre-fort de l'emplacement de Burnside. Les dossiers en avaient mentionné un. Alors que je me préparais à partir, elle a posé sa main sur mon bras. Votre fille, dit-elle. Je sais que c'est douloureux, mais elle a signé des formulaires W9 pour ce revenu. Elle savait ce qu'elle faisait. J'ai hoché la tête. Je ne pouvais pas parler. Je suis rentré chez moi en silence. Thomas était déjà là. Rentré exceptionnellement tôt, il regardait la télévision. Comment s'est passé le travail, demanda-t-il sans lever les yeux. Bien, ai-je dit. Je suis allé dans la chambre d'amis, la chambre où je dormais temporairement. J'ai fermé la porte, me suis assise au bord du lit dans l'obscurité. 2 jours plus tard, Thomas a fait son coup. Nicole est arrivée à mon lieu de travail un jeudi pendant le déjeuner. J'étais dans la salle de pause avec Linda Parker de la comptabilité et Martin Hugues des expéditions. La porte s'est ouverte en grand, pas un claquement, mais presque. Nicole a marché droit vers moi. Elle avait l'air frénétique. Ses yeux étaient rouges comme si elle avait pleuré ou était en colère ou les deux. Comment as-tu pu faire ça à papa? Sa voix a traversé toute la pièce. Linda s'est figée. Son sandwich en suspens à mi-bouche. Martin a soudainement trouvé sa tasse de café extrêmement intéressante. Tu détruis cette famille, dit Nicole plus fort maintenant. Papa a fait une erreur et tu vas tout gâcher. C'est pourquoi papa, elle s'est arrêtée. Mais je savais ce qu'elle allait dire. C'est pourquoi papa a trouvé quelqu'un d'autre. J'ai pris une autre bouchée de rôti, les mâcher lentement, les avaler, les regarder et je n'ai rien dit. Maman, dit quelque chose. J'ai pris une gorgée d'eau, et je n'ai toujours rien dit. Nicole a attendu. 30 secondes. Ça a duré 30 minutes. Et j'ai réalisé quelque chose à ce moment-là. Les gens qui crient sont les gens qui ont peur. Les gens qui restent silencieux sont les gens qui sont prêts. Quand je n'ai pas réagi, le visage de Nicole a changé. Confusion d'abord, puis quelque chose qui ressemblait à de la peur. Elle s'est retournée et est partie. La porte a claqué derrière elle. Linda a expiré lentement. Mon Dieu, Claire, a murmuré Martin dans sa tasse de café. La famille. J'ai terminé mon rôti en silence, jeté le contenant à la poubelle, lavé ma fourchette dans l'évier de la salle de pause, et je suis retourné à mon bureau. J'ai ouvert mon email, joint tout ce que j'avais organisé ce matin-là. J'avais commencé à me lever à 5h30 pour trier les preuves, pour construire le dossier que Jennifer m'avait dit de construire, des dossiers codés par couleur sur une clé USB. Découverte de mars, schéma d'avril à juillet, escalade d'août à septembre, dépôt d'octobre, assignation de novembre. Chaque dossier avait des sous-dossiers, des relevés, des captures d'écran, des photos, des notes. J'ai tout envoyé à Jennifer avec la ligne d'objet, documentation supplémentaire. À 58 ans, j'avais appris une chose. Je coordonne la paie. Je regarde des documents financiers 8 heures par jour, 5 jours par semaine. Je sais à quoi ressemblent des dépenses professionnelles légitimes. Des fleurs achetées un mercredi au hasard pour la femme d'un client. Ça n'y ressemble pas. 2 400 $ par mois payés à une fille qui n'a jamais travaillé là.
Ça ne colle vraiment pas. Quand on croit que personne ne va regarder, on devient très méticuleux avec ses mensonges. Thomas avait été très méticuleux. Et moi aussi. J'avais documenté chaque transaction, chaque incohérence, chaque schéma, chaque mensonge. J'avais photographié des relevés de cartes de crédit, des transferts via des applications de paiement, des publications en ligne, des relevés bancaires, des listes de paie. J'avais conservé le relevé de carte de crédit original de mars dans un sac Ziploc dans le placard à linge. Je l'avais complété mois après mois, et maintenant tout cela se trouvait dans la boîte de réception de Jennifer. Je n'ai pas dit à Nicole cela quand elle est sortie de la salle de pause. Je ne lui ai pas dit que son nom figurait sur une liste de paie pour un travail qu'elle n'avait jamais fait. Je ne lui ai pas dit qu'elle avait signé des formulaires W9 pour des revenus qu'elle n'avait pas gagnés. Je ne lui ai pas dit que son père l'avait payé 43 200 $ pour qu'elle se taise sur sa liaison. Je l'ai juste laissé partir. Parce que la vérité était que je ne lui devais aucune explication. Elle avait fait son choix. Elle avait choisi son père. Elle avait pris son argent. Elle s'était tenue à ce dîner de famille et avait souri pendant qu'une femme que je n'avais jamais rencontrée était assise à ma place. Et maintenant elle voulait que je dise quelque chose. Je n'avais plus rien à lui dire. Linda est passée à mon bureau plus tard cet après-midi-là. « Ça va ?» a-t-elle demandé doucement. « Oui » ai-je dit. « Je vais bien. » Elle a hoché la tête. N'a pas insisté, est partie. Martin est passé en allant au local de fourniture, m'a fait un petit signe de tête, le genre qui disait « J'ai vu ce qui s'est passé. Je ne dirai rien, mais je suis de votre côté. » J'ai hoché la tête en retour et j'ai continué à travailler. Le lendemain, Jennifer a appelé avec quelque chose que je n'attendais pas. Quelqu'un de la famille de Thomas voulait parler. Claire, Eleanor Whitmore a appelé mon bureau ce matin, a dit Jennifer quand j'ai décroché le téléphone vendredi après-midi, votre belle-mère veut me rencontrer sans que Thomas ou Nicole le sachent. Je suis restée silencieuse un instant. Eleanor, la femme qui avait servi le dîner à Angela chez Nicole, qui n'avait pas mentionné le dîner, même si je l'avais visitée à l'hôpital, qui était restée silencieuse depuis juin. Elle dit qu'elle a des informations, continua Jennifer. Elle a demandé à me rencontrer ce soir spécifiquement. Elle est venue elle-même à mon bureau. Elle est là maintenant, dans la salle d'attente. J'ai quitté le travail tôt, suis arrivé à Morrison Street à 17h15. Eleanor était assise dans la salle d'attente. Elle avait visiblement vieilli depuis juin. L'AVC avait fait son effet. Elle s'est levée avec son déambulateur, plus lentement que dans mes souvenirs, mais ses yeux étaient toujours aussi vifs. « Bonjour, ma chérie. » Nous sommes entrés dans le bureau de Jennifer. Eleanor s'est assise avec précaution. « Je dois vous dire quelque chose que j'aurais dû vous dire il y a des mois. » Elle a pris une inspiration. « La nuit du dîner chez Nicole, celui que vous avez vu en ligne. La plupart des gens sont partis à 21h, mais Thomas est resté. Il avait bu quelques bières. Il a commencé à parler pendant que Nicole nettoyait la cuisine. Je me suis penché en avant. Il se vantait de tout. Sa voix baissa. Il a dit que l'entreprise rapportait plus de 520 000 $ par an. Il a dit que tu n'avais aucune idée. Il a dit que tu ne comprendrais de toute façon pas les affaires. Elle baissa les yeux sur ses mains. Il m'a parlé de Harbor Ridge. Il a dit que c'était son fonds de liberté. Il a dit que tu ne le toucherais jamais. Ma poitrine se serra. Il m'a parlé de cette femme, Angela. Il a dit qu'elle le comprenait d'une manière que tu n'as jamais comprise. Il a dit que les dépenses pour elle étaient un arrangement parfait. Et Nicole, sa voix se brisa. Il a dit que Nicole était de son côté. Que au moins une femme de cette famille le comprenait. Et puis il en a ri. Il s'est assis dans la cuisine de ma petite fille et il en a ri. Eleanor leva les yeux, les larmes dans ses yeux de 83 ans. J'ai entendu la voix de mon défunt mari sortir de la bouche de mon fils vivant. Elle nous a parlé de Henry, le père de Thomas. Il y a 40 ans, Henry avait fait exactement la même chose, une liaison, de l'argent caché, et avait traité Eleanor de naïve. Quand Henry est décédé 7 ans plus tard, Eleanor a découvert que tout avait été transféré à Thomas. L'entreprise, la maison hypothéquée à néant, les comptes secrets vidés. Elle s'était retrouvée sans rien à 55 ans. J'ai passé ma cinquantaine à reconstruire à partir de zéro, a-t-elle dit.
Appartement en location, réceptionniste dans une clinique vétérinaire. J'ai acheté ma première voiture à 54 ans, une berline d'occasion avec plus de 87 000 miles au compteur. Quand j'ai entendu mon fils dire les mots exacts que mon père m'avait dit, elle essuya ses yeux. Je ne pouvais pas rester silencieuse cette fois. Je ne le regarderai pas vous arriver. Jennifer parla doucement. Madame Whitmore, vous avez dit que vous aviez des informations. Eleanor hocha la tête. Thomas garde un coffre-fort à l'emplacement de Burnside, dans le bureau arrière derrière le classeur. Il ne pense pas que quiconque connaisse le code. Mais je le connais. J'ai travaillé dans ce magasin pendant 20 ans avant la mort de Henry. Je sais comment fonctionnent leurs esprits. Elle écrivit les chiffres sur un morceau de papier. 31 15 722. Le maillot de football de Thomas au lycée était le numéro 3. Mon anniversaire est le 15 juillet. Henry et moi nous sommes mariés le 22. Ils utilisent les mêmes schémas encore et encore. Qu'est-ce qu'il y a dans le coffre-fort? Un disque dur de sauvegarde. Henry en avait un aussi. C'est comme ça que j'ai découvert sa liaison après sa mort. Thomas fait la même chose. Les vrais fichiers QuickBooks remontant à des années. Chaque transfert, chaque paiement, tout. Jennifer prenait des notes. Madame Whitmore, seriez-vous prête à témoigner de ce que Thomas a dit cette nuit-là? Eleanor me regarda. Claire s'est occupée de moi après mon AVC. Elle m'a rendu visite tous les 2 jours. Elle m'a apporté des repas. Elle s'est assurée que je prenais mes médicaments à temps. Mon fils n'est pas venu une seule fois. Pas une seule fois. Elle se tourna vers Jennifer. Oui, je témoignerai. J'ai 83 ans. Il ne me reste plus beaucoup d'années. Je ne mourrai pas en laissant mon fils devenir la copie de son père. Nous avons parlé pendant 1 heure de plus. Jennifer a expliqué qu'elle déposerait une requête pour l'accès aux actifs numériques sur le lieu de l'entreprise, une procédure juridique standard en matière de découverte. Le code d'Eleanor nous montrerait où chercher. Jennifer ajouterait Eleanor à la liste des témoins. Lorsque les avocats de Thomas verraient le nom Whitmore sur la liste, ils supposeraient qu'elle témoignait en sa faveur. La famille, c'est la famille, n'est-ce pas? Ils ne l'appelleraient pas pour la préparer. Une erreur fatale. Mais Eleanor n'avait pas fini. Elle se pencha en avant. Il y a encore une chose que vous devez savoir. Dans le coffre-fort, continua Eleanor, il y a aussi de l'argent liquide et de vieux reçus commerciaux, mais le disque dur est ce dont vous avez besoin. Thomas le met à jour tous les trimestres. Il y sauvegarde tout au cas où l'ordinateur plante. Jennifer a déposé la requête de découverte la semaine suivante. Tous les dossiers financiers de l'entreprise, y compris les actifs numériques, de l'emplacement de Burnside, langage standard dans les divorces impliquant des entreprises. Le tribunal l'a approuvé en 5 jours. Mais l'accès au coffre-fort a pris jusqu'en décembre. Le shérif a coordonné avec l'expert comptable judiciaire que Jennifer avait engagé. Un matin de décembre froid et gris. J'ai observé depuis un parking de l'autre côté de la rue. La voiture du shérif garée devant l'emplacement de Burnside. Le camion de Thomas était déjà là. Je me suis assise dans ma Honda. Le café était devenu froid dans le porte-gobelet. Je ne pouvais pas détourner le regard. Le shérif et l'expert comptable judiciaire, une femme nommée Dr Patricia Reynolds, sont entrés. Ils sont sortis 40 minutes plus tard, transportant des boîtes de preuves. Une boîte semblait avoir encore la porte métallique du coffre-fort attachée. Thomas est sorti derrière eux, au téléphone. Son visage était rouge même de l'autre côté de la rue. Jennifer a appelé cet après-midi-là. Nous avons le disque dur. Le docteur Reynolds l'analyse. Rapport préliminaire dans 10 jours. Ces 10 jours ont semblé durer 10 ans. Thomas et moi vivions toujours dans la même maison. Loi de l'Oregon. Aucune des parties ne peut forcer l'autre à partir avant le jugement final. Pour protéger les intérêts de la propriété, nous vivions comme des fantômes, nous croisant dans le couloir sans parler. Je dormais dans la chambre d'amis, la porte verrouillée. Il dormait dans l'ancienne chambre où ne dormait pas. Je ne savais pas. Parfois, je l'entendais faire les 100 pas à 2 heures du matin. Je restais là dans le noir, écoutant ses pas au-dessus de ma tête, pensant qu'il savait que quelque chose n'allait pas. Il ne savait pas quoi, mais il le sentait.
Ce fut la plus difficile performance de ma vie. Tout savoir, ne rien montrer. Mi-décembre, Jennifer a appelé. Le rapport est prêt. Pouvez-vous venir? Je suis venu après le travail. Le rapport médico-légal faisait 63 pages. Jennifer avait marqué les sections clés. Revenu annuel réel moyen de plus de 520 000 $ pendant 4 ans. Transfert vers Arbor Ridge 147 000 $ au total. Angela Monroe, paie 111 600 $. Nicole Whitmore, paie 43 200 $. Tableurs internes où Thomas avait lui-même suivi chaque transaction frauduleuse. Et puis Jennifer m'a montré un email. Thomas l'avait envoyé de son compte professionnel à son compte personnel. Ligne d'objet, feuille de route pour la retraite, datée du 15 juin. Le fonds de retraite de Claire sera vidé d'ici juin. Elle ne s'en rendra compte que trop tard. Déposer une demande de divorce début octobre. Un partage 65-35e est suffisant pour recommencer avec A. J'ai lu cet email 3 fois. Elle ne s'en rendra compte que trop tard. Recommencer avec A. Jennifer a parlé doucement. Il a documenté sa propre fraude. Quand quelqu'un croit absolument que personne ne va regarder, il devient très méticuleux. Il laisse des traces. La juge assignée à notre affaire était Suzanne Coleman, connue au tribunal de la famille de l'Oregon pour ses interrogatoires approfondis et sa tolérance zéro envers la dissimulation financière. Date du procès fixée au 14 février, jour de la Saint-Valentin. Jennifer pensait que la juge Coleman avait choisi la date délibérément. Un peu d'ironie judiciaire. De décembre à fin janvier, j'ai vécu dans cette maison avec Thomas comme des étrangers dans une salle d'attente. Le 14 février semblait incroyablement loin et terriblement proche à la fois. J'ai lu cet email tous les soirs avant de me coucher. Elle ne s'en rendra compte que trop tard. Mais je m'en étais rendu compte. Et il n'était pas trop tard. Pas encore. J'ai arrêté de porter mon alliance le 3 janvier. Je l'ai juste enlevé un matin et l'ai laissé sur le comptoir de la salle de bain. Thomas n'a jamais rien remarqué. Décembre et janvier furent une étrange période suspendue. Nous vivions dans la même maison mais sur 2 planètes différentes. Je rentrais du travail à 17h30. Son camion serait déjà là, bizarrement. Ou il rentrait à 19h. Nous nous déplacions dans la cuisine comme une danse chorégraphiée. Lui au frigo, moi à la cuisinière, sans jamais nous toucher, parlant rarement. Le courrier, c'était toute la conversation. Certains jours, je continuais à organiser l'épreuve. 5h30 chaque matin, assise dans la chambre d'amis avec mon ordinateur portable et la clé USB branchée. Je recoupais les dates, je marquais les incohérences, je construisais la chronologie. 35 ans de coordination de la paix m'avaient appris une chose. Les chiffres finissent par dire la vérité. Il suffit d'être assez patient pour écouter. Mes cheveux ont commencé à grisonner aux racines. Je les teignais en auburn depuis une décennie. J'ai arrêté de prendre rendez-vous. Je ne me souciais plus de mon apparence. J'ai juste laissé le gris pousser. J'ai perdu près de 4 kg sans essayer. Stress, régime à base de rôti, presque pas de sommeil la plupart des nuits. Mais mon esprit est devenu plus vif. Lunettes de lecture sur la table de chevet. Me réveiller à 3 heures du matin pour revoir les documents jusqu'à l'aube. Jennifer a envoyé des documents de préparation au procès. Ce à quoi s'attendre au tribunal, comment se comporter à la barre des témoins si j'étais appelé. Ne montrez pas d'émotion, avait-elle écrit. La juge Coleman respecte le calme. J'ai pratiqué devant le miroir de la salle de bain, le visage froid comme l'argent, la voix stable. Au travail, Linda Parker m'a demandé si j'allais bien. Tu as l'air différente. Je vais bien, ai-je dit, juste fatigué. Ce que je n'ai pas dit, c'est, je me prépare à la guerre. Thomas a essayé de me parler 2 fois en janvier. La première fois, ça n'a pas besoin de devenir moche. Je l'ai regardé. C'est déjà moche. La deuxième fois, je m'assurais que tu seras prise en charge. Je n'ai pas répondu. J'ai juste marché droit vers la chambre d'amis et j'ai fermé la porte. La nuit avant le procès, j'ai préparé mes vêtements. Un tailleur bleu marine que j'avais acheté chez Nordstrom Rack il y a 3 ans pour une présentation professionnelle. Une simple blouse blanche, des talons bas pour pouvoir marcher sans vaciller.
Aucun bijou à l'exception des petites boucles d'oreilles en or que ma mère m'avait données avant de décéder. Je voulais que la juge Coleman voie exactement qui j'étais. Une femme de 58 ans qui avait occupé le même emploi pendant 35 ans, qui avait élevé une famille, qui avait géré le foyer, qui avait été effacée sans pitié. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je me suis allongé dans le lit de la chambre d'amis, fixant le plafond, écoutant la pluie taper contre les fenêtres, pensant à cet email. Elle ne s'en rendra compte que trop tard. J'ai pensé à toutes les fois où Thomas m'avait sous-estimé. Toutes les fois où il avait supposé que je ne faisais pas attention, toutes les fois où il avait cru que je ne comprenais pas. J'ai pensé au relevé de carte de crédit de mars, celui que j'avais failli jeter, celui qui avait tout déclenché. J'ai pensé au sac Ziploc dans le placard à linge, à la façon dont il était devenu plus lourd mois après mois. J'ai pensé à Eleanor, 83 ans, conduisant elle-même au bureau de Jennifer, me parlant de Henry, me parlant du coffre-fort. J'ai pensé à l'email que Thomas s'était écrit. Recommencer avec A. J'ai pensé à Nicole, ma fille, assise dans cette salle d'audience demain à ses côtés. Et j'ai pensé, je n'ai pas demandé ça. Je ne voulais pas ça, mais je suis prête. À 4h30 du matin, je me suis levé, j'ai fait du café, je me suis assise à la table de la cuisine dans le noir. Les pas de Thomas au-dessus de ma tête. Il était réveillé, lui aussi. Je me suis demandé s'il avait peur. Je me suis demandé s'il savait ce qui allait arriver. À 6 heures, je me suis douché, j'ai mis le tailleur bleu marine, la blouse blanche, les talons bas, les boucles d'oreilles en or. Je me suis regardé dans le miroir. J'avais l'air plus vieille, plus grise, plus mince, mais j'avais l'air prête. J'ai roulé jusqu'à Morrison Street, me suis garé devant le palais de justice, je suis resté dans ma voiture pendant 10 minutes. Jennifer était déjà à l'intérieur à attendre. Eleanor était en route avec son déambulateur et son témoignage. Le 14 février était arrivé, la Saint-Valentin. Je suis entré dans cette salle d'audience avec 9 mois de preuves, un rapport médico-légal de 63 pages, et un témoin que Thomas n'avait jamais imaginé qu'il témoignerait contre lui, sa propre mère. C'était l'heure. Le poste de contrôle de sécurité du tribunal du comté de Multnomah sentait le café brûlé et la cire de sol. Je me tenais derrière un homme qui discutait de sa boucle de ceinture pendant qu'un adjoint passait un détecteur de métaux sur ses chaussures. Jennifer se tenait à côté de moi avec son sac de procès. Thomas était déjà à l'étage. Nous avons pris l'ascenseur jusqu'au 3e étage. La salle d'audience de la juge Suzanne Coleman était plus petite que ce à quoi je m'attendais. 20 rangées de bancs, des lumières fluorescentes bourdonnant au-dessus de ma tête. La juge était assise à l'avant, dans sa robe noire, lisant des documents. Elle avait la soixantaine, les cheveux gris acier tirés en un chignon serré. Thomas était assis à la table de droite. Son avocat, Richard Carnat, était assis à côté de lui dans un costume anthracite. Thomas portait son costume bleu marine. Ses mains étaient jointes sur la table, calmes, composées. Angela Monroe était assise 3 rangées derrière lui dans une robe crème. Nicole était assise 5 rangées plus loin, du même côté. Elle ne m'a pas regardé. Eleanor était assise derrière moi. J'ai entendu le doux grattement de son déambulateur sur le carrelage. Jennifer et moi étions assises à la table de gauche. Elle a ouvert son sac de procès et a sorti le classeur. Pièce 1 à 17, le relevé de carte de crédit, les captures d'écran Venmo, les photos Instagram, le rapport médico-légal, l'email. Carnat s'est levé en premier. Il a qualifié cela de « dissolution simple ». 35 ans, différence irréconciliable. Son client proposait une répartition 65-35e en faveur de M. Whitmore en raison de son rôle de principal soutien de famille. Il a suggéré au tribunal d'accélérer le jugement final. La juge a hoché la tête mais n'a pas parlé. Jennifer s'est levée. Elle a étalé les preuves comme on dresse une table à manger. Arbor Ridge Holdings LLC. 147 000 $ transférés sur 2 ans et demi. Pas d'employés. Pas de service. Une société écran pour cacher les biens matrimoniaux. Angela Monroe, consultante en opération, 6 200 $ par mois pendant 18 mois. Total 111 600 $. Nicole Whitmore, coordinatrice administrative, 2 400 $ par mois pendant 18 mois. Total 43 200 $.
n'a jamais travaillé un seul jour chez Cascade Clean Fleet. Le disque dur saisi du coffre-fort de Burnside. Analyse médico-légale par le docteur Patricia Reynolds. Fichier QuickBooks interne montrant un revenu annuel réel dépassant 520 000 $, et non 240 000 $ comme déclaré dans le dossier. L'email, feuille de route pour la retraite, datée du 15 juin. La ligne concernant le drainage des fonds de retraite, la ligne concernant Claire ne se rendant compte que trop tard. La ligne concernant le dépôt en octobre pour un partage 65/35e. Kern a objecté. Il a remis en question l'admissibilité de la preuve du disque dur. La juge Coleman l'a regardé par-dessus ses lunettes. Le disque dur a été saisi en vertu d'une ordonnance judiciaire valide. L'expert comptable judiciaire est certifié. Objection rejetée. Kern a demandé une suspension. La juge a dit, non, nous allons écouter le reste maintenant. Jennifer a appelé Eleanor Whitmore à la barre. La salle d'audience s'est tue. Eleanor a marché lentement avec son déambulateur. L'adjoint l'a aidé à s'asseoir. Elle a posé ses deux mains sur la barre et a regardé la juge. Jennifer lui a demandé de décrire le dîner chez Nicole fin juin. Eleanor a parlé clairement. Thomas est resté tard, a bu de la bière, a parlé d'affaires, a dit que l'entreprise rapportait plus de 520 000 par an. A dit que Harbor Ridge était un fonds que Claire ne pouvait pas toucher. A dit qu'Angela et Nicole étaient de son côté. A dit qu'une femme de la famille avait encore du bon sens. Jennifer a demandé s'il y avait autre chose. Eleanor a dit oui. Mon mari Henry a fait la même chose il y a 40 ans. Liaison, argent caché. J'ai perdu la maison. J'ai perdu les comptes. Mon fils a vu cela se produire et maintenant il a fait la même chose à la femme qui s'est occupée de moi après mon AVC. Karna n'a pas eu de questions. La juge Coleman a regardé Karna. Avez-vous des témoins? Karna s'est levé. Il a appelé Nicole Whitmore à la barre. Si vous êtes encore là, commentez n'importe quel chiffre de 1 à 6 ci-dessous pour que je sache que vous êtes avec moi. Et dites-moi si vous étiez dans cette salle d'audience, resterait-elle silencieuse et attendrait-elle ou parlerait-elle avant que tout ne s'effondre? Ce qui s'est passé ensuite a tout changé. Et juste une petite note, la partie suivante contient des éléments dramatisés et fictionnels pour la profondeur narrative. Certains détails peuvent ne pas refléter des événements réels. Si ce style ne vous convient pas, vous pouvez vous arrêter ici. Sinon, continuons. Nicole ne m'a pas regardé quand elle a prêté serment. Ses yeux sont restés sur Karna, sur la juge, partout sauf sur moi. Karna lui a demandé de décrire son père en tant qu'homme d'affaires. Sa voix a tremblé, travailleur, honnête. Il a posé des questions sur l'arrangement de la paix. Elle a dit qu'elle faisait du travail de consultance, de coordination administrative, légitime. Le mensonge est venu en douceur, mais ses mains serraient la barre. Kern a demandé comment elle décrirait ma compréhension des affaires. Nicole a dit que je ne comprenais pas vraiment comment fonctionnaient les entreprises. Je suis resté assise, le visage calme, les mains enfoncées dans mes genoux sous la table. Karna s'est rassis, satisfait. Jennifer s'est levée pour le contre-interrogatoire. Elle a interrogé Nicole sur sa boutique dans le Pearl District. Quand elle a fermé, combien elle a perdu? 125 000 $ au total, y compris 40 000 $ de mes économies de retraite. Quand avez-vous commencé à recevoir 2 400 $ par mois de Cascade Clean Fleet? À peu près au même moment. Nommez un document que vous avez rédigé. Un email, une réunion. Silence. Le visage de Nicole devint rouge. Jennifer redemanda. Nicole murmura, je ne peux pas. Puis Jennifer a demandé quand Nicole avait découvert la liaison entre Thomas et Angela Monroe. Nicole s'est figée. Nous avons des relevés téléphoniques. Vous avez appelé votre père la nuit où vous l'avez vu à Clyde Common avec Madame Monroe il y a 20 mois. La main de Nicole trembla. Vous saviez depuis 20 mois. Vous avez aidé à le cacher. Vous n'avez rien dit à votre mère. Correct? Nicole murmura, oui. Jennifer afficha la pièce M à l'écran. Le testament de Thomas daté du 18 novembre. Toute la succession à Angela Monroe. Nicole Whitmore, 10 000 $. Nicole fixa l'écran. Son visage devint blanc. Elle regarda Thomas. Il ne répondit pas à son regard.
Sa voix devint plate. Je veux changer mon témoignage. Je veux dire la vérité. Kern objecta. La juge Coleman rejeta l'objection. Nicole a tout raconté. Elle savait la liaison depuis 20 mois. Thomas l'avait payée pour qu'elle se taise. Elle l'avait couvert, m'avait menti parce qu'elle pensait qu'elle hériterait quand il divorcerait de moi. Il m'a dit que vous étiez ennuyeuse, que vous le reteniez. Je l'ai cru parce que j'en avais besoin, parce que j'avais perdu vos 40 000 $ et que j'avais honte, et il m'a offert une porte de sortie. Elle me regarda. J'ai choisi l'argent plutôt que vous. Je suis tellement désolé. La juge Coleman retira ses lunettes de lecture. En raison de la dilapidation intentionnelle des biens matrimoniaux et de la divulgation financière frauduleuse sous serment, le tribunal accorde à Claire Donovan 75% de tous les biens matrimoniaux. La résidence principale est attribuée à 100% à Madame Donovan. M. Whitmore renonce à sa réclamation en raison de sa faute financière prouvée. Cascade Clean Fleet exige une évaluation indépendante basée sur un revenu réel de 520 000 $ par an. Madame Donovan reçoit une part équitable basée sur la valeur réelle. Arbor Ridge Holdings est gelé immédiatement. Tous les fonds sont répartis équitablement. Les dossiers financiers sont transmis au procureur général de l'Oregon pour examen de parjure. Les dossiers de paie sont transmis à l'Internal Revenue Service. Les paiements à Angela Monroe et Nicole Whitmore constituent une fraude fiscale potentielle. Madame Monroe, en tant que bénéficiaire de 111 600 $ pour un poste inexistant, est référée à l'IRS pour examen de sa responsabilité fiscale. Mademoiselle Whitmore fera l'objet d'un audit de l'IRS pour 43 200 $ de revenus frauduleux. Votre coopération aujourd'hui sera notée pour atténuation. Thomas tenta de se lever. Kern le retint. Devant le tribunal à 15h47, Jennifer marchait à côté de moi. Eleanor avançait lentement avec son déambulateur. Nicole était assise sur un banc. Elle s'est levée. Maman. J'ai continué à marcher. Maman, s'il te plaît. Je me suis arrêté, je me suis retourné. Tu as raison. Tu ne le mérites pas. Je me suis dirigé vers l'ascenseur, Eleanor à mes côtés. Les portes du palais de justice se sont refermées entre nous. En repensant à mon histoire, je vois une femme qui a trop fait confiance et trop peu remis en question. J'ai 58 ans maintenant. Je possède ma maison. J'ai une sécurité financière. Mais j'ai aussi perdu 20 mois que je ne retrouverai jamais parce que j'ai ignoré les signes. Ne soyez pas comme moi. N'attendez pas que le relevé de carte de crédit tombe de la boîte aux lettres. N'ignorez pas les nuits tardives, les mots de passe modifiés, les voyages d'affaires soudains. Les histoires de drame familial comme la mienne ne commencent pas du jour au lendemain. Elles se construisent tranquillement sur des mois et des années pendant que vous vous convainquez que tout va bien. Ma leçon est simple. Documentez tout. Faites confiance à votre instinct et rappelez-vous que le silence protège les coupables, pas les innocents.